I want France to be a startup nation. Ce qui est très intéressant dans les Uber Files, c'est qu'on voit vraiment qu'alors qu'Uber arrive sur le territoire français dans un contexte d'hostilité générale au sein du gouvernement, au sommet de l'État, que ce soit au niveau du président de la République, François Hollande, mais aussi Bernard Cazeneuve, qui est ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, personne n'aime vraiment Uber. Et on voit qu'Alain Vidalis, le ministre des Transports aussi, s'en méfie, puisque Uber défie les réglementations en vigueur qui favorisent les taxis au détriment des VTC. Et Uber, dans ce climat-là, a un allié. Cet allié s'appelle Emmanuel Macron. Alors Uber a bien identifié qu'Emmanuel Macron pouvait être un point d'entrée pour modifier la réglementation française. Et Emmanuel Macron est extrêmement sensible au discours d'Uber, puisque, on le sait, il prône la Startup Nation. C'est aussi une possibilité pour la France, pense alors le ministre de l'économie, de créer des emplois. Et donc, il va tout faire pour favoriser Uber face aux autres membres du gouvernement. Alors jusqu'ici, j'allais dire, tout est logique, que Emmanuel Macron favorise une société dont il pense qu'elle va permettre de libérer la croissance de l'économie française. Rien à dire. Il est ministre du numérique. Uber, c'est aussi une application. Après tout, il est dans son rôle, on peut dire. Sauf que se pose quand même un certain nombre de questions. Est-il vraiment dans son rôle alors que les VTC relèvent de la compétence du ministre des Transports ? On n'en est pas sûr. Est-ce qu'il a été mandaté pour faire du lobbying en faveur d'Uber, alors que le chef du gouvernement lui-même n'y est pas favorable? Là aussi, deuxième question, son positionnement. Mais là où la question se corse, c'est quand on regarde quels sont les échanges de SMS qu'il y a notamment entre un lobbyiste d'Uber et Emmanuel Macron lui-même. Ces SMS sont nombreux. Là, on peut s'interroger. Un exemple. Il y a un moment où Uber fait l'objet d'une perquisition. Que fait le lobbyiste ? Il écrit directement à Emmanuel Macron par SMS en lui disant voilà, on fait l'objet d'une perquisition, ils sont chez nous en ce moment, ils menacent même de mettre certains de nos cadres en garde à vue. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Emmanuel Macron ne répond pas, donc on ne peut pas considérer qu'il a joué ce jeu-là. En revanche, un peu plus tard, à Marseille, le préfet va prendre un arrêté défavorable à Uber. Que fait le lobbyiste d'Uber ? Il écrit à nouveau directement par SMS à Emmanuel Macron en lui disant « Nous sommes consternés par l'arrêté qui a été pris par le préfet ». Et Emmanuel Macron, à ce moment-là, répond « Donnez-moi les éléments factuels, je vais m'en occuper personnellement ». Et qu'est-ce qu'on voit un peu plus tard ? L'arrêté est annulé, un autre arrêté plus ambigu est pris par le préfet de Marseille, donc ça ressemble quand même à un recul. Et le lobbyiste d'Uber envoie un SMS à Emmanuel Macron en lui disant « Merci de votre soutien, bonne communication avec votre cabinet et celui de Beauvau d'ailleurs, merci de votre soutien ». Et Emmanuel Macron lui répond « C'est normal ». Les Uber Files montrent aussi que Uber a tout fait pour qu'on ne vienne pas regarder dans ses comptes. Uber, c'est un champion de l'optimisation fiscale. À l'époque, il a une filiale aux Bermudes. Il a installé son centre financier aux Pays-Bas. On sait que les Pays-Bas sont extrêmement conciliants avec la société. D'ailleurs, dans des conditions qui, là aussi, posent question sur l'attitude même des Pays-Bas. Mais Uber est allé beaucoup plus loin. Uber a créé un dispositif anti-perquisition, anti-police quelque part, pour éviter justement qu'on vienne regarder d'un peu trop près dans ces données. Qu'est-ce que c'est que ce dispositif ? Ça s'appelle, c'est Uber qui l'a qualifié comme ça, un kill switch, un coupe-circuit on peut dire. Ce dispositif, il consiste en fait à couper l'accès des ordinateurs des employés ou des cadres d'Uber aux serveurs qui, eux, sont en possession des données. Ce qui fait que lorsque, et ça s'est produit 2 fois en France, et autour de 13 fois, on l'a identifié dans les documents à peu près au total, lorsque, que ce soit des policiers ou des agents, par exemple en France, de la DGCCRF, de la répression des fraudes, interviennent pour perquisitionner dans des locaux, eh bien, Uber coupe
l'accès au serveur. C'est un peu comme si pendant une perquisition, finalement, un cadre enlevait un certain nombre de dossiers et allait les mettre à la poubelle pendant que la police est en train d'essayer de les récupérer, quoi. Voilà. Sauf que Uber n'a jamais été pris en flagrant délit, donc il n'y a jamais eu de poursuite sur cet aspect-là qui relève quand même d'une forme d'obstruction à la justice. Mais dans les documents des Uber Files, on voit clairement un certain nombre de personnes qui disent j'ai participé, j'ai activé le kill switch. Il y en a un qui dit d'ailleurs, lorsque j'ai été impliqué dans l'activation du kill switch, ça a toujours été sous les ordres de San Francisco, où se trouve le siège d'Uber, même si le siège financier lui est aux Pays-Bas. Et une autre personne raconte, enfin on voit très bien dans un mail, que Travis Kalanick, qui est le patron, le grand patron d'Uber à l'époque, dit lui-même à un moment donné activer le kill switch. Toutes ces informations, on a pu les connaître grâce d'abord à un journal, un quotidien britannique, c'est le Guardian. Le Guardian a eu accès à une fuite de données émanant d'Uber. Donc ce sont des documents, 124 000 documents, 83 000 qui concernent des échanges de SMS, d'emails, il y a un certain nombre de mémos, des PowerPoint, etc. Donc tous ces documents, le Guardian a pu les récupérer et le Guardian a vu qu'il permettait finalement de plonger à l'intérieur de la machine Uber et de voir quelles étaient les dérives qui avaient été mises en place dans les années 2013-2017 en tout cas. Et il a considéré que le sujet était tellement important et il y avait une telle masse de données qu'il était nécessaire de les partager. Il les a donc partagés avec l'ICIJ, le Consortium international des journalistes d'investigation, et l'ICIJ les a partagés avec ses partenaires, dont fait partie la cellule investigation de Radio France. Il y a également le Washington Post, en France, Le Monde, avec qui nous avons également travaillé, beaucoup d'autres quotidiens. En fait, il y a 180 journalistes qui ont travaillé dans 44 pays pour éplucher ces données, et puis aussi pour les croiser avec des témoignages, parce qu'on ne s'est pas contenté simplement de regarder ce qu'il y avait dans des échanges, dans des messages, etc. On a aussi, pendant des mois, interviewé un certain nombre d'interlocuteurs de l'époque, notamment en France, l'ancien ministre des Transports, d'autres personnalités, y compris des cadres d'Uber, pour avoir leur version et essayer de corroborer justement ce qui apparaissait dans ces données avec le récit des anciens protagonistes de l'époque qui nous ont parlé aujourd'hui. Et c'est tout ça qui a permis de plonger à l'intérieur de cette entreprise et de voir que ce soit en termes de lobbying, d'un lobbying hyper agressif, que ce soit en termes d'optimisation fiscale, il y a eu effectivement un certain nombre de dérives, dont Uber d'ailleurs reconnaît aujourd'hui qu'elles ont existé, tout en disant qu'aujourd'hui elles n'existent plus.